Bonjour à tous, une fois de plus, et je remercie la communication qui m'a précédée, mon collègue. Je vous remercie parce que, après ta communication, je ne sais pas quoi dire, parce qu'en fait, elle nous a ouvert les portes pour penser un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir de nos paysages. De nos paysages et du patrimoine des paysages que depuis longtemps se sont maintenus plus ou moins organiques, si on peut dire comme ça. Et là, on assiste à un changement tel qui prend un chemin complètement à l'écart du chemin qu'on doit prendre pour protéger nos paysages et maintenir notre sustainability écologique, soutenir les paysages du point de vue écologique. Alors, moi je vais parler tout à fait d'une autre chose, mais je reviens à ta communication et donc je te remercie. Voilà, la Méditerranée, on parle toujours de la Méditerranée. Et en fait, la Méditerranée, ce n'est pas une chose, ce n'est pas la mer comme une autre. La Méditerranée, c'est la mer de l'intérieur. Mais en étant la mer de l'intérieur, elle est la mer du centre. Elle est le point central d'union de diverses régions du monde et de diverses cultures du monde. Et à ce moment-là, la Méditerranée, elle devient une sorte de contexte où les cultures sont en dialogue. Et elles sont en dialogue depuis, comme on sait, depuis longtemps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, et aujourd'hui il faut faire ce dialogue de plus en plus, mais cette mer du milieu, elle est le milieu, elle est le cœur d'un dialogue de culture depuis longtemps. Et donc, pourquoi nous, les Portugais, le Portugal, qui est à l'ouest, à l'extrême ouest, et qui est écarté, apparemment, du point de vue des cartes et de la géographie, un peu écarté de ce noyau central, la Méditerranée, pourquoi on revendique d'appartenir à la Méditerranée? Pourquoi on revendique la pertinence de faire partie de cette plateforme de rencontre, de ce mouvement de peuples qui ont existé depuis longtemps dans cette région? Et pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas seulement partager dans l'espace de culture, de circulation, de milieux d'échange, etc. Aussi de conflits et de guerres, mais on ne veut pas seulement partenir parce qu'on veut partenir. On veut partenir, pourquoi on fait cette revendication? Parce que, disons, la Tunisie, c'est effectivement un point central de ce monde méditerranéen. Par sa situation de promontoire de l'Afrique sur la Méditerranée et du point de vue géographique, bien sûr, elle joue un rôle fondamental et central. Parce qu'elle est au cœur de cette mer. Et elle fait le point, elle fait vraiment l'interface entre l'Orient et l'Occident. On n'a pas un autre point dans ce monde méditerranéen où l'Occident et l'Orient se croisent, se met ensemble. Donc la Tunisie, elle n'est pas seulement le carrefour vers lequel on conflue les plus grandes civilisations anciennes, mais elle est le point que fait après la diversification qui ouvre aux autres la pertinence. Voilà pourquoi nous sommes ici en Tunisie. Pourquoi nous revendiquons devenir être méditerranéen, et pourquoi on est ici en Tunisie. Parce que le sud du Portugal, en fait, on a l'Atlantique à l'ouest et au sud, mais en fait, du point de vue de la géographie, c'est l'Atlantique qui fait les frontières, mais du point de vue de la culture, ce sud n'est pas atlantique. Il est vraiment méditerranéen. Et disons
que le fleuve, le plus grand fleuve du sud, pardon, il s'appelle Guadiana. Et Guadiana, c'est vraiment là deux mots qui se sont mis ensemble pour donner un nom de Guadiana. Wadi, Oued et Anna. Donc Anna, c'était comment les Romains appelaient ce grand fleuve du sud. Wadi, le fleuve. Donc Wadian, le fleuve Anna. Voilà, déjà le fleuve, il est une sorte de montre pour nous dire vous êtes dans un autre monde. Dans le monde où on n'appelle pas fleuve, on n'appelle pas rive, on appelle wadi. Et donc, ces mots, le mot nous ramène directement à un autre monde. Et ce n'est pas seulement le monde qui commence après 711, quand donc tout le monde andalous s'est construit, s'est bâti jusqu'au Portugal. Non, c'est vraiment avant. Voilà ces grands fleuves qui traversent tout le sud du Portugal. C'est un des plus longs cours d'eau de la péninsule ibérique. Donc c'est un grand fleuve. Et ce grand fleuve, il vient directement à l'Atlantique, mais il nous amène à Cadiz. Donc il nous amène à la Méditerranée. Donc, ce sud que vous pouvez voir plus ou moins en jaune, orangeâtre, bon, c'est le point de vue administratif à l'époque romaine de la Lusitanie méridionale, mais aussi à l'époque islamique, donc ce qu'on appelle l'époque islamique, à partir de 711, la Coura de Beja. Donc, on est dans un monde, et ce monde, c'est vraiment le monde méditerranéen. Et voilà le fleuve. Et même pour ses caractéristiques physiques, ce monde, il est un monde qui appartient aux échanges, à la plateforme d'échanges. On a dans le sud du Portugal donc des témoins de l'appartenance à ce mouvement d'échange que se fait entre l'Orient et l'Occident, disons mené contrôlé possible par la Tunisie, ces grands points de liaison entre l'Occident et l'Orient, comme je viens de le dire. Donc, c'est Carthage, toujours. On parle de la Tunisie, on parle toujours de Carthage. Et on donne toujours un rôle important à Carthage dans cette affaire de l'échange, dans cette affaire de faire le relais d'influence entre toutes ces régions de la Méditerranée. Mais l'archéologie, elle peut nous dire que peut-être ce n'est pas seulement Carthage. Carthage, il est vraiment important, mais il faut s'écarter de Carthage, il faut aller plus loin, il faut chercher dans d'autres régions de la Tunisie d'autres points de relais, pas seulement Carthage, mais bien sûr Carthage. Mais Carthage avant l'époque romaine et Carthage depuis l'époque romaine. Donc, si on fait une petite lecture chronologique des rapports, en faisant depuis le présent jusqu'au passé, on pourra dire que le présent, c'est fleuri. Les rapports diplomatiques entre le Portugal et la Tunisie sont les meilleurs possibles. Disons, dans ce monde du nord de l'Afrique, je ne sais pas, mais avec la Tunisie, je pense qu'il y a toujours eu, il y a maintenant des rapports vraiment importants. On voit que les hommes politiques se déplacent d'un pays à l'autre pour faire des conventions, donc pour établir des accords. Disons que dans ce qu'on appelle le Maghreb, la Tunisie, elle joue, du point de vue diplomatique, un rôle important dans les rapports avec le Portugal. Donc, le présent, c'est fleuri, le présent, c'est important. On est là aussi, nous tous, pour bâtir ce futur qu'on veut qui continue fleurir. Mais on va un peu, on fait le passage au monde ancien. Et donc, depuis l'âge du bronze, on a des témoins, et je pense que mes collègues parleront de ça, mais sinon, de l'âge du bronze, de l'époque romaine, bien sûr, on a beaucoup de témoins qui
qui nous montre cette liaison entre la Tunisie et le Portugal. Et donc, et cette liaison, elle est une liaison vraiment méditerranéenne. C'est pas, on va chercher les produits exotiques de la Méditerranée pour amener dans la région ouest du monde, ou on va chercher des produits exotiques de l'Atlantique pour faire venir en Tunisie. Non, sont vraiment les produits de ces échanges qui se passent dans la Méditerranée. Voilà des produits comme les amphores, et les amphores, toujours on parle des amphores, et nous, les archéologues, on est fada pour les amphores, parce qu'on fait, chaque fois qu'on trouve une amphore punique, une amphore phénicienne, une amphore produite à Carthage, dans les alentours de Carthage, on est content parce qu'on a une sorte de trésor dans notre foule. Mais on a aussi, ce qui est vraiment important, des amphores du IIIe siècle, donc l'époque romaine. Et on a aussi des amphores qui nous témoignent, qui font qui sont le témoin de qu'après la chute de l'Empire romain, les contacts se poursuivent. Il y en a vraiment depuis un moment, donc des amphores qui nous disent qu'au VIe siècle, au VIIe siècle, on a encore des grandes liaisons avec la Tunisie. Les amphores, la céramique de cuisine, on venait prendre la céramique de cuisine ici, la céramique de cuisine de luxe, mais aussi la céramique de cuisine ordinaire. Donc, après la chute de l'Empire romain, on continue à être en contact. Mais ce ne sont pas seulement les témoins des objets, on a les gens qui se déplacent. Et qui se déplacent depuis longtemps, à partir du premier siècle de notre ère. Donc voilà les gens qui se déplacent. Là on a un pellegrinus uticensis, donc un monsieur qui est venu du Clitard, monsieur Lucius Fluvidius, qui est venu s'installer à Nertola dans ce cas-là. Et voilà, et là on a une inscription de Mahomet ibn Mahdi qui donc est à Béja. Donc on a des personnes, il y a des gens qui se déplacent. Mais il y a aussi des modèles de bâtir les maisons. Donc il y a les maisons. Les maisons. Là on a la villa de San Cucuffat. C'est une villa romaine du côté de Béja. Et voilà, si on trouve le plan si on veut trouver le plan de la maison, il faut aller au Bardo. Et voilà, la mosaïque qui nous montre exactement le plan de la maison qui s'est bâtie de l'autre côté. Et donc, voilà, il y a les gens qui se déplacent, il y a des modèles qui se déplacent, et donc, il y a tout ce mouvement de déplacement. Mais il y a aussi, c'est pas seulement des grandes choses, il y a dans les petites choses, et Miguel, je pense qu'il vous parlera de ça, dans les petites choses, dans les petites maisons des paysans, on a les mêmes modèles de bâtir en terre et de diviser leur maison à l'intérieur. Donc on a des héritages, pas seulement dans les grandes choses, dans les choses importantes, mais des choses vraiment importantes dans le monde rural. Et dans le monde rural, ça veut dire dans le paysage, dans la façon de faire vivre le paysage. Voilà, ces maisons, on les a un peu ici, on les a un peu partout. Et là, on vient aux maisons islamiques, donc Suzanne, elle va vous y parler, donc je m'arrête, c'est pas mon domaine. Donc, mais on a aussi les mêmes maisons. Ce ne sont pas seulement les maisons de l'époque, d'une époque, ce sont des maisons dans toutes les époques. Donc ça veut dire qu'on a des contacts dans la longue durée. Il y a aussi les artistes de la mosaïque qui viennent colorer les maisons des Romains et après les Romains avec les mosaïques, avec les techniques qui se sont développées ici. Il y a aussi les noms. Et les noms des villes, voilà Béja, on a Béja et vous avez Béja aussi. Et donc, Béja, aujourd'hui, c'est une grande ville, une ville du sud du Portugal, une ville agricole, surtout. Et voilà, j'ai mis des photos ensemble
c'est votre Béja et notre Béja. On dirait qu'on est dans la même. Hein? Moi, hein, si je n'avais pas mis les noms en bas, vous pouvez les confondre, non? Et justement, c'est très joli parce que là, on a la tour de l'église. Bon, la petite tour cylindrique, tout le monde dit que c'est ce qui nous reste de la maison du palais du palais de l'époque islamique. Et là, la tour de l'église, elle est plus qu'une tour de l'église. Vous voyez là, c'est une tour double. Donc c'est la tour de l'église catholique qui est bâtie vers le XIIIe siècle, mais elle s'est ajoutée au minaret, pardon. Et donc on a donc déjà on a l'autre déjà. Et donc on a la façon de bâtir. Donc on a plus de choses de ce qu'on est habitué à dire. Moi j'avais envie de vous parler de la fouille que je fais, la fouille dans la ville de Béja, voilà la ville de Béja. Et dans cette fouille où j'ai trouvé les restes de la colonie romaine de Paxulia, mais j'ai trouvé aussi les restes des bâtiments intérieurs du 7e siècle avant Jésus-Christ, où j'ai des vestiges qu'on trouve un peu partout dans la Tunisie, donc qui nous montrent ce commerce. Et je trouve aussi des vestiges de la Cura. Voilà, je vous donne quelques exemples de notre fouille. Mais j'ai trouvé aussi donc comment ça se dit, la Béja islamique. Et donc la capitale de la Cura de Béja, et je m'excuse de ne pas prononcer comme il faut, je sais que je ne le prononce pas bien, mais donc on trouve les vestiges de ça. Et donc de cette ville, il faut quand même, à Béja, il faut quand même, là maintenant on a tout un travail de mettre en valeur ce monde islamique qui était, jusqu'à ce que Claude l'a découvert, complètement perdu dans le sud du Portugal. Or, ce patrimoine, il est aussi important que le patrimoine romain. Il est aussi important que le patrimoine pré-romain. Donc, ce paysage rural urbain qu'on a maintenant, elle est hybride. Elle est plus culturelle, hybride du point de vue culturel. Elle est un peu voilà, on vient à Béja, encore, votre Béja à gauche, et notre Béja à droite. Vous voyez, donc on est dans un paysage, et c'est actuellement, donc on est dans un paysage où le monde qu'on voit, c'est le même monde. Et quand on fait de l'archéologie, quand on fait de l'histoire, on sait bien. Par exemple, moi je viens de découvrir un document très important parce qu'il nous dit qu'au XIVe siècle, il y a encore une mosquée à Béja. Il dit, voilà les maisons qui sont, il y a un problème juridique à cause des maisons qui sont à côté de la mosquée. Or, ça veut dire que même en étant chrétien, voilà, la mosquée, et donc on avait toute une population, on lit beaucoup de noms, toute une population qui sont nos pères et nos mères, bien sûr. Et il y a tout un savoir-faire qu'il faut aussi maintenir, qu'il faut protéger en tant que patrimoine, comme les Norias que j'adore, il faut le protéger, il faut le valoriser dans un sens qu'il est un patrimoine commun qui nous appartient à tous parce qu'on a les mêmes. Voilà, ça c'est à Béja, mais ça pouvait être aussi ici. Et donc notre histoire, c'est une histoire commune depuis longtemps et c'est une histoire qui peut nous donner des opportunités. Et les opportunités sont des opportunités pour valoriser les anciennes techniques, les savoir-faire, l'histoire, le territoire et le paysage. Nous, les archéologues, on aime beaucoup les objets. D'habitude, on n'aime pas les paysages. Mais voilà, les objets sont jolis, on peut les mettre dans les musées, on peut les faire, on peut raconter des histoires avec les objets, mais qu'est-ce qu'on peut raconter avec les histoires de nos paysages? Et là, nos paysages, c'est au Portugal, mais ça pouvait être ici. Et justement, Claude Dutours, il nous disait tout le temps, mais ce sont ces pauvres ouvriers qu'il faut mettre en valeur. Et justement, je pense que nous tous, dans le monde actuel,
il faut quand même valoriser notre monde, notre paysage, le paysage. Parce qu'on parle toujours des objets, il faut maintenant parler des paysages. Et donc l'olivier, que pour nous c'est oliveira, et le fruit d'oliveira c'est azeitona, comme pour vous c'est zeytoun. Donc on est dans le même monde. Disons qu'on pouvait mettre l'olivier comme le symbole de ce qu'on veut, de l'ancestralité de la Méditerranée et des échanges dans la Méditerranée et qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et je vais terminer rapidement. Voilà, nous voulons bâtir un projet pour redonner, pour gagner, pour attendre que l'esprit du lieu ne s'efface pas, ne s'écoule pas. Donc on veut maintenir l'esprit du lieu et donc nous voulons maintenir nos paysages parce qu'elles sont organiques, elles ont toujours donné du pain, si je peux dire comme ça. Il faut qu'elles continuent à nous donner du pain. Et donc, en étudiant les paysages depuis là, on a toute une planification pré-romaine, parce que tout le monde nous parle des planifications, oh, sont les romaines, que les paysages anciennes. Et là, on commence à voir que même avant les Romains, il y avait déjà un paysage ordonné, avec, pas des norias, mais avec des puits qui après ont mis des norias, etc. Donc, on a tout un état d'héritage qu'on peut suivre là. Par exemple, le jaune, c'est l'aménagement que, à l'époque islamique, a été fait dans ce paysage rural et agricole. Donc, il faut quand même qu'on commence à penser à nos systèmes agricoles qui ont été bâtis. Et ces systèmes, ils étaient bien liés à l'eau, au puits, et donc ils n'étaient pas écartés d'un système hydraulique qui faisait de ces terres vraiment des terres riches. Or que dans l'actualité, avec toute une sorte d'exploitation économique, nos terres qui étaient comme ça, qui était un écosystème bien équilibré, devient un écosystème complètement perdu, un écosystème complètement, disons, détruit en raison de ce qu'il est complètement exogène aux qualités de la terre, au système traditionnel de produire. Donc c'est la production intensive qui tue complètement la terre, mais nous tue aussi le patrimoine comme les norias qui sont complètement détruits, que nous tuent, voilà, que nous tuent nos fleurs, et donc que nous informent et que nous empêchent d'étudier ces paysages anciens et de les mettre en valeur dans le présent. Donc notre linguistique, donc les roumains, les zeytones, roches, et donc comme il y a une volonté politique de faire des échanges, nous, les historiens, les archéologues, les architectes, les paysagistes, nous devrons aussi insister pour que dans les questions de la diplomatie, il y ait un espace pour la diplomatie scientifique, la diplomatie de la culture qui nous fasse maintenir nos héritages et qui nous permet d'étudier les héritages au-delà des objets archéologiques, c'est important, mais au-delà de ça. Donc, il faut que la diplomatie scientifique nous amène au territoire et nous amène au paysage. Parce que dans le territoire, dans le paysage, nous avons les hommes qui ont bâti les paysages, nous avons les façons de bâtir le paysage, les systèmes hydrauliques, les systèmes agricoles, etc. Il faut qu'on les étudie parce que peut-être comme ça, on aura la possibilité de mieux connaître notre monde méditerranéen. Et voilà, là, c'est Suzanne qui m'a envoyé cette photo. Ce sont les objets islamiques de Béja qui sont dans une exposition qui ouvre demain, je crois. Et donc, voilà, ça c'est notre liaison, ok, mais ce ne sont que des petits outils qui peuvent nous faire partir pour rejoindre l'agenda mondial de l'éducation qui nous dit
et dans les objectifs des ODS de la ONU, qu'aujourd'hui tout le monde nous fait souvenir de ça, l'enseignement et la recherche ont un rôle de création libre de connaissances grâce à des pratiques transmises de génération en génération par des communautés universitaires qui contribuent ainsi par la promotion et à la construction de la paix. Justement, nous travaillons aussi pour faire la paix, et voilà, qu'est-ce que c'est la Méditerranée. J'ai dépassé 5 minutes, je m'excuse. Bon,